Vous êtes les bienvenus au Musée de l'air et de l'espace aujourd'hui. Ce musée a cette merveilleuse qualité que de célébrer aujourd'hui ces 30 ans de la guerre du Golfe et surtout d'avoir invité quelques-uns des pilotes qui ont effectué la première mission française de la guerre du Golfe, c'est-à-dire ces trois messieurs qui sont ici, Hummel, Bonafou et Bolin, n'est-ce pas ? De Bonafou et Bolin, pardon. Oui, excuse-moi Bruno. Voilà. Et je vous propose de les applaudir pour commencer. Alors on peut applaudir aussi le général Bruno Maigret qui est là, qui va prendre la parole. Et là, ce n'est pas au titre du discours qu'il va prononcer, des quelques mots qu'il va nous dire au nom du chef d'état-major de l'armée de l'air, mais c'est que lui, il était de la deuxième mission, et que donc c'est aussi un pilote de JAG, et c'est aussi un pilote qui a opéré dans ces circonstances extrêmement dangereuses de la guerre du Golfe. Si tout le monde est prêt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Madame la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la secrétaire générale pour l'administration, Madame la directrice du musée de l'air et de l'espace, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ambassade de Grande-Bretagne et des États-Unis, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, chasseurs, mes frères, chers amis. Et je vous propose d'ajouter ceux qui ne sont pas avec nous mais qui sont en ligne, Monsieur Hubert Védrine, diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, le général Jean Fleury, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et le général Vincent Ladata, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Je les salue très respectueusement. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je prends aujourd'hui la parole au nom du général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Je dois même vous avouer que c'est vraiment la première fois que je représente avec autant de plaisir mon chef un dimanche matin de bonne heure. Et comme il dirait mieux que moi, c'est un huge plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le 17 janvier et la guerre du Golfe résonnent pour moi de manière très particulière. Cette opération m'a marqué, comme beaucoup d'entre nous, et a influencé ma vie en tant que pilote, officier, chef militaire et en tant qu'homme, tout simplement. Aussi, je voudrais remercier au nom des aviateurs, de nos anciens et de tous ceux qui aiment l'aéronautique, les personnes qui ont rendu cette matinée possible. Tout d'abord, le musée de l'air et de l'espace et sa directrice, qui nous accueille aujourd'hui et qui reçoit en dépôt, dans ses collections, ce Jaguar, témoignage fort de l'engagement de l'armée de l'air et de l'espace à l'opération Desert Storm. Le CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales, je salue son nouveau chef, véritable outil de rayonnement de l'armée de l'air, qui a œuvré aux côtés de la DPMA. Pour les plus anciens aviateurs, ça ne veut pas dire la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, mais la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, et son directeur, que je remercie vraiment chaleureusement pour avoir réussi à mettre en œuvre notre patrimoine mémoriel. Le DA de Châteaudun, et bien sûr l'association Canopée, composée de mécanos qui ont chouchouté, comme l'a si bien dit le directeur de cabinet, cet avion. Et ils l'ont conservé avec beaucoup de soin, le Jaguar A91 que vous venons de dévoiler. Et enfin, le capitaine Jean-François Hummel, mon copain Mamel, dernier pilote du A91, qui l'a posé avec toute la finesse de pilotage qu'on lui connaît sur la base aérienne de Daran. Ce raid du 17 janvier, et plus globalement l'engagement de l'armée de l'air pendant Desert Storm, sont particulièrement importants à deux titres. D'abord, parce qu'il s'agissait du premier engagement de l'armée de l'air, l'engagement majeur de l'armée de l'air en opération extérieure, en coalition, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais également parce que la guerre du Golfe a constitué une rupture entre deux mondes, celui de la guerre froide, avec une situation figée et des codes militaires bien établis, et le monde instable et imprévisible que l'on connaît depuis 30 ans. Et les armées, et l'armée de l'air en particulier, ont parfaitement su s'adapter à ce changement de paradigme opérationnel. Aujourd'hui, nous commémorons la mission du 17 janvier 1991. Elle représente que quelques sorties sur les 100 000 effectuées pendant les 43 jours du conflit. Mais elle est la mission emblématique de cette guerre, pour nous tous, l'attaque du terrain d'Al-Jaber. Comme l'a si bien décrit l'ancien commandant de la 5e escadre de chasse,
le lieutenant-colonel Abrial, personne présent en salle d'opération, en piste ou sur le tarmac n'a oublié la voix du commandant Jean-Luc Mention en retour de mission, annonçant qu'il y avait 4 avions touchés. La finale très peu académique de Jésus, avec sa balle de Kalash qui bloquait sa gouverne de profondeur, ou les Toubibs autour de Charlie. Ces 12 missions avaient accompli la mission la plus difficile pour l'armée de l'air, avec humilité, un courage héroïque et un professionnalisme exceptionnel. Nos camarades légionnaires commémorent Cameron. Pour tous les pilotes de la guerre du Golfe, et en toute modestie, notre capitaine d'Anjou, c'est le commandant Mention, Schnappy, officier exigeant, charismatique et remarquable chef aérien. Commandant, là où tu es, je suis certain que tu es heureux de nous voir ensemble rassemblés en cette journée. Mais comme le disait le commandant Mouchotte, patron de l'Alsace en 1943, demain, il faudra repartir au combat. Alors, d'autres pilotes, autour du commandant Fresco, chef du 411 Jura, ont commencé à préparer la seconde mission, avec pour objectif un dépôt de munitions au nord de Kuwait City. Armement, bombes freinées et AS-30 laser. Profil de vol, très basse altitude, comme nos copains du 211 Vosges de la première mission. La mission a donc été préparée en très basse altitude, sans état d'âme. Les pilotes étaient concentrés sur leur trajectoire et sur les défenses ennemies. À 17h, l'ordre est tombé. La frappe se fera en moyenne altitude pour préserver les hommes et les machines. C'est ce mode d'action que les Jaguars et plus tard les F-1CR vont adopter jusqu'à la fin de la guerre du Golfe, pendant les 42 jours suivants du conflit. Cette campagne aérienne a été hors norme, que ce soit en termes de planification, de moyens engagés, de nombre de sorties générées ou de munitions délivrées. Elle a ciblé tous les centres de gravité irakiens, centres de pouvoir, centres de commandement, réseaux de communication, mais également la force terrestre de la 4e armée du monde. Les avions de combat ont pilonné les chars, les parties d'artillerie, les PC de division et les PC de brigade. C'est ça qui a permis à nos camarades au sol de conduire une offensive terrestre de moins de 100 heures avec des pertes humaines et matérielles particulièrement faibles. C'est ça aussi notre fierté. Que retenir de ces moments ? D'abord, l'extraordinaire aventure humaine, basée sur la confiance mutuelle, le courage de tous, parfois le stress ou la peur, que chacun a toujours su dépasser. Mais surtout, cette exceptionnelle fraternité entre pilotes, mécaniciens, contrôleurs, mécanos, commandos et toutes les équipes de soutien qui nous rappelaient que l'on était dimanche parce qu'il y avait repas amélioré avec une canette de Fanta et un cigare. Mais c'est aussi l'incroyable expérience militaire où nos chefs et nos dirigeants ont rapidement pris conscience de nos forces et de nos faiblesses. Collectivement, nous avions acquis la certitude que nos tactiques, nos matériels et notre organisation devaient évoluer. Cette révolution a bien eu lieu au niveau tactique, opératif et stratégique. Tactique, avec la mise en place d'un crash programme pour l'acquisition de 6 Mirage 2000D. Ces avions nous permettraient de disposer d'une capacité de frappe de jour et de nuit avec des armes de précision. 4 mois après la commande, les avions étaient délivrés. Et également l'acquisition de munitions à guidage terminal pour équiper les Jaguars. Sur le plan opératif, on a séparé les responsabilités opérationnelles et organiques. Et ça a été marqué pour l'armée de l'air par la disparition des commandements opérationnels, sauf pour les FAS. Ainsi a disparu la FATAC et le CAFDA. Et on a créé le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes avec 2 missions principales, la posture permanente de sûreté et le développement de la partie command and control de l'armée de l'air. Et sur le plan stratégique, le gouvernement a décidé de positionner le chef d'état-major des armées comme responsable des opérations et a créé donc le centre de planification et de conduite des opérations. On a créé également, dans la foulée, la direction du renseignement militaire et le commandement des opérations spéciales. Et enfin, un livre blanc a été rédigé en 1994, le dernier datant de 1972. Au bilan, ces changements en profondeur se sont révélés parfaitement adaptés. Ils ont permis un engagement sans faille et sans discontinuer des armées françaises sur tous les théâtres d'opération depuis 30 ans. Ils ont également permis de mettre en exergue le rôle prépondérant de l'arme aérienne dans la gestion des conflits.
Il y a eu d'abord la Bosnie, où l'opération aérienne Deliberate Force fut lancée après 3 mois d'atermoiement suite à une attaque au mortier qui fit sur un marché qui fut faisant de nombreuses victimes. Elle dura 15 jours et obligea les belligérants à signer les accords de paix de Dayton. Puis, il y eut le Kosovo en 1999, où pour la première fois de l'histoire, le seul recours à l'arme aérienne a permis de soumettre une nation à la volonté de la communauté internationale. Puis l'Afghanistan, la Libye, le Mali et enfin la Syrie et l'Irak. Concernant les opérations en cours, à Barkhane, l'armée de l'air tient toute sa place aux côtés de nos camarades de l'armée de terre et des forces spéciales. La combinaison des modes d'action et des capacités aériennes et terrestres garantissent les effets militaires demandés par nos autorités politiques. Au Levant, depuis plus de 5 ans, les avions de l'armée de l'air opèrent depuis la base de H5 en Jordanie et ont délivré plus de 3000 bombes, réduisant très sensiblement le sanctuaire de Daesh. Mais comme l'a dit la ministre de la Défense, le travail n'est pas fini et on s'y attelle. Il y a aussi une mission One Shot dont on parle peu, mais qui préfigure probablement les engagements de demain et qui ne fait pas partie de la longue liste des opérations extérieures. C'est l'opération Hamilton d'avril 2018 en Syrie. Intégrée dans une opération interarmée et au sein d'une coalition, elle a consisté en un raid décollé de métropole et d'une durée de 10 heures, composé d'avions ravitailleurs, bien entendu, de Mirage 2000 en protection et de 5 Rafales équipés de 10 Scalp, dont l'objectif était un dépôt de munitions chimiques. Face à une opposition aérienne très présente et à des menaces solaires particulièrement denses, les Rafales ont appliqué les mêmes modes d'action que le 17 janvier. Très bas, très vite, dilution, puis concentration des feux. Cela n'avait pas été réalisé depuis 30 ans. Si sur le plan tactique et stratégique, les objectifs ont été parfaitement atteints, une lecture plus géopolitique interpelle. C'est bien 3 puissances nucléaires qui ont attaqué une puissance dotée d'armes de destruction massive, soutenue par une puissance nucléaire. Voilà l'opération Hamilton. Oui, le retour des États-puissances, le déni d'accès sur terre, sur mer et dans les airs, la désinhibition dans le recours de la force sont une réalité dans laquelle nous sommes déjà confrontés. Comme le dit François Lecointre, chef d'état-major des armées, les armées doivent se préparer aux conflits de très haute intensité, qui imposeront un engagement massif, une capacité à durer tout en subissant des pertes. La question qui se pose pour l'armée de l'air et de l'espace est bien de garder ce coup d'avance sur le plan opérationnel afin d'être prêt à tous les scénarios d'emploi. Là encore, les leçons de la guerre du Golfe peuvent nous éclairer sur les interrogations d'aujourd'hui et peuvent se résumer de la façon suivante. Qui est le chef d'état-major numérique ? Renforcer l'activité de nos équipages pour mieux maîtriser nos systèmes particulièrement performants. Retrouver de l'épaisseur organique et opérationnelle en termes de RH, de stock de munitions et d'avions de combat. Et enfin, développer de nouveaux concepts d'emploi, comme la capacité de projection à grande distance, qui permettra à l'armée de l'air et de l'espace de projeter dès 2023 20 Rafales, 10 MRTT en 48 heures à plus de 20 000 km. Pour conclure, cette mission du 17 janvier représente bien plus qu'une mission exceptionnelle. Elle illustre parfaitement les fondamentaux que l'armée de l'air cultive depuis sa création. Le professionnalisme de son personnel, le sens de la mission et le courage au combat. Alors, quand je reviendrai, Madame la directrice, dans quelques temps, voir ce valeureux Jaguar avec mes petits-enfants, qu'ils me demanderont de leur raconter l'histoire du A91. C'est cela que je leur dirai, avec fierté et émotion. Messieurs les barons, pilotes de la mission sur Al-Jaber le 17 janvier 1991, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous avez fait. Et à la chasse! Merci mon général, tout cela nous a bien mis dans l'ambiance. Je voudrais faire un test maintenant pour voir si nos invités à distance sont en ligne avec nous. Donc j'appelle Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine. Vous êtes en ligne? Vous nous entendez? Ça ne va pas tarder. Bon, dès que vous êtes prêts, on me tiendra au courant. Bonjour Général Fleury. Est-ce que vous êtes en ligne? J'ai un dénommé Yu Zhang. Vous nous entendez? C'est la personne qui est chargée d'organiser. Ah, j'entends parler, mais je ne sais pas qui c'est.
Bien, Général Lanata, Vincent Lanata, vous êtes en ligne? Bon, eh bien, on va commencer et on me fera signe dès qu'ils seront là. Voilà, de toute façon, on a un petit peu de temps devant nous. Nous avons donc nos 3 pilotes. Bon, dans la salle, évidemment, il y a d'autres pilotes de Jaguar. Hein, il y a quelques pilotes de Jaguar. Ça y est? Ah, ben les voilà. Bonjour à tous. Hubert Védrine, bonjour. Vous êtes en ligne? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hubert Védrine, est-ce que vous nous recevez? Oui. Parfait. Et parlez un petit peu pour que je vois si nous vous entendons bien. Ici le général Fleury. Est-ce que vous m'entendez bien? Je parle à Hubert Védrine, donc je crois qu'on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Jean Fleury, je viens d'entendre votre voix. Oui. Vincent Lanata. Tu m'entends maintenant, je suppose. Je t'entends maintenant, voilà, absolument, c'est très bien. Bon, eh bien écoutez, alors donc restez avec nous et on va entamer notre petit échange. Bon, je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook et que donc un certain nombre d'invités et de, comment dirais-je, de followers du site du Musée de l'Air sont en mesure de suivre cet échange. Et donc, à ce titre, je vais donc rappeler 2-3 petites choses, parce que tout le monde ne connaît pas tout le contexte, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur Facebook. Donc, nous avons sur scène 3 des pilotes de Jaguar qui ont participé à la première mission sur Al-Jaber le 17 janvier 1991, mission effectuée par 12 avions, et sachant que 4 appareils ont été touchés, et que l'un d'eux, piloté par le capitaine Hummel, vous étiez capitaine à ce moment-là, a été touché par un missile et que cet avion, le A91, a été offert au Musée de l'Air et donc nous avons ce matin célébré son arrivée au Musée de l'Air. Alors nous avons, vous le voyez peut-être pour ceux qui sont sur Facebook, 3 invités à distance. Le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'époque où se sont déclenchées les opérations, le général Jean Fleury, pilote de chasse, qui était chef d'état-major depuis 1989 et qui donc, à ce titre, est au sein évidemment de l'organisation de la défense française, des forces armées, auprès du président de la République, et dans le contexte complexe de l'époque, mais on va y revenir dans un instant, a donc géré ce qui concernait les armées et l'armée de l'air. Nous avons le général Vincent Lanata, pilote également, qui a été le successeur du général Jean Fleury à la tête de l'armée de l'air en France, ancien donc chef d'état-major de l'armée de l'air, et qui d'ailleurs a été président du conseil d'administration du Musée de l'Air, ici même, à une époque où moi-même je faisais partie de son équipe d'ailleurs. Alors Jean-François Hummel, Jérôme Bolin, Bruno Depardon sont 3 des pilotes que vous avez ici sur scène. Et donc nous allons dès à présent attaquer. Je vais commencer avec Hubert Védrine. Hubert Védrine, le contexte de déclenchement de cette guerre était très particulier. Je dirais que la France faisait partie du grand dispositif de l'OTAN. On sortait de la guerre froide depuis l'effondrement du mur de Berlin en novembre 1989. On avait un certain nombre de stratégies, de techniques pour mener des opérations militaires. Et à l'époque, le président Mitterrand avait une opinion publique qui n'était pas foncièrement favorable à cette intervention dans le Golfe pour libérer le Koweït. Et lorsque les Irakiens ont envahi le Koweït au début du mois d'août 90, François Mitterrand s'est retrouvé en situation de convaincre son opinion publique, chose qu'il avait réussi à faire le 17 janvier 91. Alors vous pouvez peut-être nous parler de toute cette période très intéressante de gesticulation politique où vous étiez secrétaire général de l'Élysée à l'époque et où nous avions un ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, qui n'était pas favorable à une intervention française aux côtés des Américains. Alors, je vais en effet vous rappeler le contexte et le processus de décision. Je vous quitterai juste après, puisque, comme je l'avais indiqué, je dois aller tout de suite après à une émission à France Culture. Et donc, j'ai à peine le temps, là, parce que je pensais que j'allais démarrer plus tôt. Alors, il y a une série de décisions sur lesquelles il faut avoir à l'esprit. Premièrement, quand
Saddam Hussein envahit le Koweït le 2 août. La question se pose pour le président français de savoir comment il réagit. Il aurait pu considérer que c'était un sujet secondaire et demander par exemple une mission du secrétaire général des Nations Unies. Mais en fait, immédiatement, entre lui, George Bush et Madame Thatcher, pas pour des raisons d'alignement, mais pour des raisons de raisonnement, le président Mitterrand pense qu'il faut traiter ça comme étant d'une extrême gravité, parce qu'il ne tolère pas le fait qu'un pays membre des Nations Unies puisse en faire disparaître un autre ou qu'on change les frontières ou les régimes par la force. Il avait réagi comme ça dans l'affaire des Malouines, dans l'affaire du Tchad par rapport à la Libye et par rapport au Rwanda, quand il y aura quelques mois après la première attaque par Kagame qui va enclencher le processus qui conduit au génocide. Mais c'est une période d'optimisme relatif, puisque les dirigeants sont en train de régler assez bien la question allemande, que la désintégration de la Yougoslavie n'a pas commencé, et donc il y a une période où on se dit il y a une sorte d'ébauche de communauté internationale, d'autant que le président Gorbatchev est coopératif. Deuxième question, est-ce qu'on accepte d'être dans une coalition? Alors là, c'est une évidence militaire, et ça ne pose pas de problème au président Mitterrand. Il y a le gouvernement, il y a l'opinion qui ont été citées, mais pour lui, ça ne pose pas de problème, à condition que la coalition soit élargie. Elle sera élargie à plusieurs pays arabes. Il y aura la Syrie, il y aura l'Égypte, il y aura le Maroc, d'autres pays. Troisième point, est-ce que les actions vont être menées dans le cadre et sous le contrôle du Conseil de sécurité? Le président Mitterrand insiste. Le président George Bush parle de Bush père, naturellement, tout le monde s'en rappelle, et d'accord, c'est fondamental par rapport à l'opinion française, par rapport à l'opinion internationale. Et Gorbatchev joue le jeu. Donc il va y avoir des résolutions qui vont encadrer, qui vont être très fermes, qui vont dire à Saddam Hussein, soit vous évacuez, soit on vous évacue, en résumé. Il y aura la résolution 660, la résolution 678, 680. Ensuite, troisième question importante, est-ce qu'il faut s'engager dès le début dans une préparation militaire? Et le président Mitterrand, là aussi, il y a des différences avec le ministre Chevènement, mais qui finalement se retirera et sera remplacé par Pierre Joxe. Le président Mitterrand considère qu'il faut crédibiliser la menace et l'injonction. Les États-Unis préparent, mais il y a une préparation française. Il y aura l'opération Artimon, l'opération Salamandre, l'envoi du porte-avions Clémenceau, la division Alat à Yambou, mais je ne développe pas puisqu'il y a toutes les compétences militaires pour développer. Mais le raisonnement politique, c'est que si on veut donner crédit par rapport à quelqu'un comme Saddam Hussein qui ne comprend que le rapport de force, qui d'ailleurs n'a pas compris le mécanisme international puisqu'il s'attendait à ce que l'URSS, c'était encore l'URSS, empêche tout ça, il faut donc crédibiliser. Ça ne pose pas de problème au président, ça lui paraît logique. Décision ensuite, dès lors qu'on s'engage dans ce processus, est-ce qu'il faut faire appel aux appelés, si je puis dire? Là, la réponse du président est non. Ce n'est pas possible. Ce serait une guerre de professionnels. L'opinion, qui est au départ hostile, en tout cas réticente et encore fragile, ne comprendrait pas une autre décision. Ça a des conséquences militaires qui seront développées. Mais comme c'est essentiellement une guerre aérienne, pas que, enfin, évidemment que c'est logique. Autre décision importante à prendre politiquement. Est-ce qu'il faut accepter, dans le dispositif militaire en préparation, d'être sous le contrôle des Américains, militairement, sous les ordres, dans un mécanisme de décision américain? Et à un moment donné, le chef d'état-major, Colin Powell, dit « j'ai besoin de réponses urgentes pour me préparer ». Alors, la réponse du président Mitterrand est très claire. On doit garder l'autonomie de décision. C'est la décision initiale de s'engager, alors qu'on aurait pu ne pas s'engager. En revanche, on doit accepter, on ne doit pas être, disons, bloqué sur l'autonomie d'exécution. Ce serait complètement absurde dans une coalition. Il fait ce choix. Ce choix sera contesté par certains sur un plan politique, mais militairement, il est évidemment logique dans le dispositif, dans le contrôle, dans le contexte de ce matin, tout le monde le comprendra. Autre décision. Est-ce qu'il faut uniquement une préparation militaire ou est-ce qu'il faut maintenir ouverte une sorte de porte diplomatique? Le président Mitterrand, pour des raisons d'opinion française, d'opinion internationale, de partenaires arabes, répond oui, il faut faire les deux. Il faut monter en puissance militairement, mais continuer à dire régulièrement que si Saddam Hussein
avait le bon sens d'évacuer le Koweït, la préparation s'arrêterait. Il le dit encore de façon spectaculaire le 24 septembre aux Nations Unies, et il envoie des émissaires. Tout le monde sait que Saddam Hussein ne l'entendra pas. Ensuite, la question qui se pose, mais dès avant la guerre, dès avant le déclenchement du 17 janvier, c'est est-ce qu'il faut ouvrir des perspectives sur la suite? Le président Mitterrand insistera et obtiendra une résolution 681 pour indiquer qu'après la victoire des Alliés, c'est pas que l'Occident, c'est pas l'OTAN, c'est une coalition ad hoc très large avec beaucoup de pays arabes. Il insiste sur le fait que la coalition pourra aborder dans des conditions, disons, renforcées, la solution du problème palestinien, ce qui était fondamental pour lui, pour la paix à long terme dans la région. Bon, on sait que ça a tourné autrement, mais c'était tout à fait important pour lui. Ensuite, nous arrivons donc à l'ouverture des opérations, puisque Saddam Hussein n'a pas bougé, en dépit des ultimes pressions, notamment la révolution 678 et la montée en puissance militairement. Donc, il y a l'intervention précédée avant le 17 janvier, qui est la date clé pour les militaires, le 16 janvier, d'une intervention devant les Français. Et le travail fait pendant des mois a abouti à ce que l'opinion française est alors favorable. En tout cas, elle comprend, elle soutient. Et le 16 au soir, le président dit aux Français, et dans un message au Parlement, les armes vont parler. Alors, il y a d'autres questions qui viendront après, mais là, je vais très vite, puisque l'essence de ce matin est essentiellement sur l'opération militaire aérienne. Après, il y aura la question, faut-il aller jusqu'à Bagdad? Le président Mitterrand confortera le président Bush et le chef d'état-major Colin Powell dans l'idée qu'il ne faut pas y aller. C'est important dans l'histoire américaine, parce qu'il y a tout un courant, notamment chez les républicains, qui pendant des années diront qu'il faut finir le job, d'où la guerre de 2003. Après, il y a l'appel du président américain aux Irakiens pour qu'ils se soulèvent. Ça, la France ne soutiendra pas, parce qu'elle pense que c'est dangereux et irresponsable. Après, il y a la question de la zone de sécurité au nord du 36e parallèle. Elle sera créée, mais très largement par initiative et décision française. Et ensuite, il y a deux questions que je ne développe pas, mais pour que vous les ayez en tête. Est-ce que la guerre du Golfe est le point de départ d'un nouvel ordre international? On sait maintenant que non. Et ce n'est pas le cas, puisque quelque temps après l'URSS disparaître, la vraie date d'ailleurs, ce n'est pas le mur de Berlin, c'est la disparition de l'URSS fin 91, et on entrera dans l'époque de ce que j'ai appelé l'hyperpuissance américaine, qui n'est pas un nouvel ordre international, en tout cas c'est un leadership américain, ce n'est pas du tout ce que les Européens et les Français, notamment le président Mitterrand, avaient imaginé sur le nouvel ordre international. Et ça, il y a toutes les péripéties depuis qui ont déjà été évoquées par le général Maigret. Et après, il y a des chutes militaires, mais qui ont été évoquées aussi, puisque la France, les présidents et gouvernements successifs et les armées ont tiré, à mon avis, très logiquement et très rationnellement les leçons militaires de cet épisode, de cet événement, de cette guerre. Voilà, donc c'est un contexte tout à fait particulier qui, à mon avis, ne préfigure pas la suite, parce que c'est à peu près la seule action internationale qui a été menée dans les relations internationales depuis, dans laquelle il y a eu l'accord de tout le monde. Parce qu'aucune des opérations qui a eu lieu après n'a fait l'objet d'un accord unanime au Conseil de sécurité. Peut-être au tout début, l'intervention française au Sahel, à la demande générale du Conseil de sécurité et des pays concernés. Donc la guerre du Golfe reste un exemple très, très, très intéressant pour ces raisons spécifiques, indépendamment de la dimension militaire proprement dite qui va être développée maintenant. Et voilà, vous m'excuserez, mais je vais malheureusement vous quitter, mais j'espère que quelqu'un me racontera la suite des entretiens. Bien, et si vous avez encore une seconde, je vous pose une petite question, sinon je vous laisse tranquille. Allez-y, une seconde. Évidemment, bon, les forces armées sont la continuation, puisque la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Il est bien évident que François Mitterrand a utilisé et de la diplomatie et de l'utilisation de la force, et en tout cas de la préparation des forces. Que pensez-vous de la manière dont il a réussi à fabriquer cette opinion publique qui était à, si mes souvenirs sont bons, 84% favorable aux opérations lors du déclenchement de la guerre du Golfe le 17 janvier 91, alors que à l'automne, on était quasiment à la moitié.
Eh bien, il me semble que au fil des décisions que j'ai rappelé les décisions clés qui auraient pu être différentes, vous voyez. Au fil des décisions, elles ont toutes été expliquées. Le président Mitterrand s'est exprimé régulièrement. Il a dû faire plusieurs émissions, 2 ou 3 conférences de presse, et il y a des gens qui parlaient pour lui, et c'était assez homogène, en fait, l'expression. Donc les gens ont compris étape après étape que vraiment c'était une agression de Saddam Hussein, que vraiment on ne pouvait pas laisser faire, que vraiment il y avait également des pays arabes dans la coalition, qu'il y avait des perspectives d'avenir, etc., etc. Donc c'est un modèle d'expression politique convaincante, alors qu'il n'avait pas fait du tout sur la question de la réunification allemande, alors que sa politique, à mon avis, était extrêmement claire, mais il pensait c'était tellement compliqué en profondeur dans les opinions françaises, allemandes, etc., que les choses ne pouvaient pas être dites aussi clairement. Alors que je pense que ça a été conduit sur le fond parfaitement bien, vous voyez. Mais donc c'est un modèle, et même dans le cas du président Mitterrand, avec lequel j'ai été du premier au dernier jour, comme vous savez, à l'Élysée, je pense que c'est le cas où il a le mieux réussi à faire adhérer une opinion publique en dépit des dissensions internes, y compris au gouvernement, y compris au sein du Parti socialiste, y compris au sein de la gauche, y compris au sein, disons, il y a des gaullistes historiques qui étaient gênés par le fait que ça concerne un pays arabe. Enfin bon, il n'y avait pas de raison de faire un droit international spécial pour eux. Donc, il y a eu, vous avez raison, un traitement de l'opinion qui mérite un examen en soi qui est, à mon avis, presque unique. Bien, monsieur le ministre, je crois qu'il faut que je vous laisse. Donc, je vous remercie beaucoup pour, comme toujours, la grande clarté de vos explications. Et je vous dis, écoutez, à bientôt et bonne émission sur France Culture. Donc, nous allons nous tourner maintenant vers nos pilotes avant de revenir vers nos chefs d'état-major. Lorsque j'ai discuté avec vous, évidemment, vous étiez aux premières loges pour pouvoir travailler dans des conditions qui soient, je dirais, claires, lisibles, dans lesquelles vous sachiez si vous apparteniez à une coalition dans laquelle tout le monde avait confiance en tout le monde ou pas. Et il semble qu'on s'est coordonné assez tardivement avec les Américains pour monter les opérations, ce qui fait que, par exemple, le jour de votre première mission, il y avait quand même encore quelques petits ajustements qui n'avaient pas été faits et qui ont amené peut-être à des difficultés opérationnelles. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur ce point? Et si c'est le cas, je vais lui remettre un micro, si j'en trouve un, qui est allumé et qui marche, ce qui a l'air d'être le cas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui. Je ne sais pas. Bruno Depardon. Bonjour et merci à toute l'audience d'être présente pour effectivement une date qui est importante pour nous, comme vous pouvez l'imaginer. Pour répondre très concrètement à la question, sans préjuger de ce qui se passait autour, puisqu'on était vraiment dans la préparation même de la mission et dans l'exécution, le symbole concret a été, quand on est arrivé sur l'objectif, on l'évoquait tout à l'heure avec Jérôme, je me souviens d'avoir vu une explosion monstrueuse, on était très très bas, juste sur l'objectif qu'on allait attaquer dans les secondes qui suivaient. Et on s'est demandé, à l'époque, on avait un armement qui ne devait pas faire ce genre d'effet. Et vous aviez des bombes dispersant des grenades et vous aviez des bombes lisses de 150 kilos. De traitement de zone, et donc qui n'avaient aucune vocation à faire ce genre d'explosion. Et de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça ne fait pas ça, cette bombe-là. Et en pratique, c'était effectivement, bien que nous soyons dans le credo, en tout cas dans ce qu'on avait calculé de l'arc d'attaque qui nous était attribué, on a su a posteriori que c'était les F-16 de la garde américaine, National Guard américaine, qui attaquaient le même objectif, mais depuis la haute altitude, puisque eux comptaient et avaient connaissance de la protection qui leur permettait d'être en haute altitude, avec des armements adaptés. Toujours est-il qu'on a vécu un problème concret de non-coordination, et je pense qu'on a eu de la chance de ne pas avoir les avions touchés par les éclats de ces bombes-là. Donc c'est un exemple parmi d'autres, et peut-être d'autres sur la connaissance du contexte qu'on appelle l'ordre de bataille, qu'on a eu effectivement tardivement également.
Oui, parce que le diable est dans les détails et l'arrivée à très 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 basse altitude, très haute vitesse sur l'objectif avec ces explosions pouvait mettre en cause l'efficacité de votre mission, voire votre retour. Oui, et notre retour, puisque c'était important. Oui, mais quand je dis retour, je parle évidemment de votre survie. S'il n'y avait pas de retour, c'était moins évident. Vous voulez intervenir, Jean-François Hummel ? Vous qui avez été touché par un missile alors que vous étiez à 2 minutes de l'objectif et qui n'avez pas fait demi-tour, vous avez poursuivi, vous êtes allé traiter votre objectif et vous avez pensé ensuite à vous et à rentrer. Je pense que un des grands constats de cette journée, ça a été lors de la visite que nous avons pu faire en salle d'opération sur une base de l'US Navy, donc une base américaine sur le territoire saoudien, puisque c'est cet endroit où nous nous sommes posés avec Bonaf. Jubail. Al-Jubail. King Khaled, Jubail. Al-Jubail, qui était accessoirement un terrain de déroutement de la navette spatiale. D'où la longueur de la piste et d'où l'intérêt de ce terrain. Lors de notre accueil, l'amiral américain, in fine, a décidé de nous ouvrir sa salle de renseignement, donc avec un officier de renseignement américain qui nous a exposé toute une situation que nous ignorions, donc ce qu'on appelle la situation tactique, l'environnement opérationnel qui a pu être constaté chez l'ennemi. Et cette situation tactique nous était étrangère, totalement. Et elle consistait de façon très, très sommaire en une succession de postes très défendus que nous avons allègrement survolés en toute ignorance de leur présence, qui était liée pour nous au fait que nous n'avons pas eu accès à cette classification des informations. Et il ne s'agit absolument ni de mauvaise volonté ni de quoi que ce soit, c'est une question de procédure. Les habilitations, ce sont des autorisations données par des niveaux politiques, et l'imbrication opérationnelle, bien que des entraînements conjoints soient réalisés régulièrement, ne donnait pas lieu à une imbrication politique extrêmement poussée qui s'est développé par la suite, mais qui ce jour-là ne nous ont pas permis, du moins à nos officiers de renseignement présents à Riyad, donc au PC général de la guerre du Golfe, eux n'avaient pas accès à ce niveau de classification. Voilà, vous êtes arrivés d'ailleurs tous très tardivement en Arabie Saoudite, fin décembre, début janvier. Votre temps d'acclimatation, si je puis dire, a été relativement court sur place, et tout ça, vous avez, ou certains d'entre vous, ou en tout cas on a pu interpréter ça comme étant le fait que la diplomatie française, la position politique française n'avait pas encore permis aux Américains de se sentir totalement en confiance avec les Français. Alors, si nous-mêmes, nous sommes arrivés le 1er janvier 1991 sur le territoire, les forces françaises étaient présentes de longue date en Arabie Saoudite. L'Irak envahissait donc le Koweït le 2 août 90. Dès le mois de septembre, les forces françaises positionnaient donc des éléments de contact auprès de la coalition qui se bâtissait, mais également des forces opérationnelles qui ont installé un terrain, qui ont installé des communications, qui ont commencé à créer des procédures et à définir notamment toutes les zones d'entraînement opérationnel que nous avons pu utiliser à notre arrivée, et ce jusqu'à l'ouverture du théâtre des opérations où la grande représentation a pu se dérouler. Jérôme Bollin, vous voulez oui, je voulais quelque compléter. chose en fait, au niveau de notre date d'arrivée, l'escadron, le 2-11, notre escadron en fait a envoyé des précurseurs, et dont j'étais. On était en fait au moins 4 Jaguars à arriver quand même début décembre.
Et en fait, on était là clairement pour faire la jonction, c'est-à-dire que nous, on est arrivé sur un théâtre d'opération qui était encore dans une situation relativement confortable, où les gens qui préparaient les opérations, eux savaient que de toute façon, ils allaient être relevés, que s'il y avait une guerre, elle ne les concernerait pas, quoi. Or, nous, clairement, on est arrivé en disant on est là pour préparer ce qui va arriver. Et c'est vrai que le paradigme a un petit peu changé. Donc, en fait, le gros de l'escadron est arrivé donc début janvier, mais on était déjà là quand même pour préparer les choses depuis la mi-décembre. Alors, à partir de ce que vous venez de nous dire, je vais me tourner vers le général Fleury, qui était à l'époque aux manettes de l'armée de l'air. Monsieur le chef d'état-major ou mon général ou sergent, comment ça s'est passé pour vous? Parce que ça ne doit pas être très facile quand on est à la tête d'une armée comme l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui, de monter des opérations, de mettre des gens en posture et en position, alors qu'on sent qu'il y a des hésitations sur le plan politique, qu'il y a des désaccords entre le président de la République, chef des armées, et le ministre de la Défense, que c'était à l'époque l'amiral Langsad, le chef d'état-major particulier du président de la République, qui a priori avait l'air d'être le conseiller très écouté. Comment pouvez-vous nous présenter ça et nous expliquer ça? Bien, merci Michel. Effectivement, c'était une période un peu difficile entre un président qui acceptait de pouvoir, si nécessaire, faire la guerre et un ministre de la Défense qui ne le voulait pas. Alors revenons-en à la période. Donc le 2 août, l'Irak envahit le Koweït et les Américains décident immédiatement de protéger l'Arabie Saoudite à la demande du roi Fahd. Monsieur Védrine a exposé l'évolution de la position française. Le 14 septembre, je rappelle, l'ambassade de France à Koweït City est violée et il est immédiatement décidé d'y envoyer une division. Monsieur le général Menu, qui était le chef du cabinet militaire de Michel Rocard, Premier ministre, obtient qu'on y ajoute 30 avions de combat. Ce sera pour un tiers des Jaguars pour l'attaque au sol, pour un tiers des Mirage 2000 de défense aérienne et pour un tiers des F-1 de reconnaissance. Le président Mitterrand annonce sa décision le 15 septembre. Mais il y a un problème majeur, nous n'avons pas de terrain en Arabie Saoudite où nous installer et la décision va prendre du temps. J'aurais souhaité Daran pour bénéficier de la logistique américaine. Mais le ministre de la Défense, M. Chevènement, ne veut aucune proximité avec les Américains. C'est un choix politique, je n'ai pas à donner d'avis. Mais il demande l'aéroport de Bouraïda pour être loin des Américains, et donc alors le terrain n'est pas sous la protection de la défense aérienne américaine, il n'y a pas de défense solaire, il n'y a pas d'abri durci, et la plateforme est à 300 km de la frontière irakienne. C'est donc donné à Saddam Hussein l'occasion inespérée d'une action d'éclat en détruisant tous nos avions sans aucune perte. Heureusement, le général Behéri, commandant l'aviation saoudienne, est un ami et, à ma demande, pour avoir un terrain opérationnellement valable, mais non une proie facile pour les Irakiens, il choisit Al-Assa. Venons-en maintenant aux opérations. L'ultimatum expire le 15 janvier et le 16, je suis prévenu que Desert Storm va se déclencher dans la nuit et que les Jaguars vont effectuer leur première mission le lendemain matin. Nous avions deux modes d'action possibles. Soit l'attaque à très basse altitude pour éviter la détection par les radars irakiens, soit l'attaque à moyenne altitude sous la protection américaine de guerre électronique et de défense aérienne. Après débat, nous choisissons l'attaque à basse altitude. Et même très basse altitude. À très basse altitude, effectivement. Je suis informé du déroulement de la mission, décollage, ravitaillement en vol, passage à la frontière, et puis 1, puis 2, puis 3 avions touchés, un pilote blessé, et enfin, ouf, tous les avions sont posés sur leur roue en territoire ami. Les Irakiens
visiblement veulent défendre chèrement leur peau. Au vu des 4 avions touchés, certains veulent clouer les Jaguars au sol pour les garder pour la mère des batailles, le grand combat final de l'infanterie. Heureusement, François Mitterrand, qui est air-minded, décide immédiatement et catégoriquement de continuer les opérations. Et les Jaguars vont donc poursuivre maintenant à moyenne altitude, comme je l'ai approuvé, et nous n'aurons plus d'avions touchés. En revanche, les Britanniques, eux, continueront à très basse altitude et auront plusieurs avions abattus. Et ils vont le payer très cher. Ah, tout à fait, avec des équipages perdus. Venons-en maintenant au A-91. Nous devons la présence de cet avion au capitaine Hummel, comme ça vient d'être dit, et je rappelle qu'alors qu'il avait un avion très endommagé, un moteur en feu, et qu'on lui demandait de sauter, il a répondu « Non, ça pousse encore », et il va franchir la frontière et se poser sur le premier terrain à Dubaï. L'appareil étant irrécupérable, on me dit ensuite qu'il faut le réformer sur place. Je m'y oppose et dis qu'il faut le ramener. Et dans mon esprit, c'était pour le musée de l'air et de l'espace. Pourquoi ai-je voulu conserver cet avion? Comme vous le savez, dans beaucoup de têtes, les aviateurs sont des amateurs qui font des cabrioles en l'air et ensuite font la fête au sol. Ce qui est totalement faux, car ce sont de vrais combattants à part entière. Ça, c'est Top Gun. Et si nous avons peu de morts, c'est parce que les navigants sont peu nombreux. Rappelez-vous, en 1940, le Fighter Command perd la moitié de ses pilotes en 3 mois. En Algérie, beaucoup plus tard, j'ai perdu près de 7% de ma promotion. Pourcentage important et sans doute supérieur à ceux de la promotion 1952 de Saint-Cyr, ce qui, bien évidemment, ne diminue en rien le courage et le mérite de mes camarades terrestres. Et ce sont des données qu'il faut savoir. Ainsi, avec le Jaguar A-91, on peut montrer que la guerre aérienne est faite par de vrais combattants et que leur métier est dangereux. Je salue donc l'arrivée au musée du A-91, ce grand blessé de guerre, et me réjouis des honneurs qui lui sont faits. Merci, mon général, merci, général Fleury. Peut-être je vais vous laisser rebondir sur ce que vient de dire le général Fleury. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Jean-François Hummel, Jérôme ou Bruno? Oui, merci mon général pour cette action et ce rapatriement inespéré de l'avion. Ce que je souhaiterais rajouter pour aller un petit peu plus loin, c'est que la présence au musée de l'air du A-91, c'est vraiment la présence d'une légende. Cette légende, bien évidemment, ce sont les hommes qui l'ont bâti. Les hommes qui l'ont bâti sont dans la mémoire que véhicule cet avion au sein du musée. D'une part, les mécaniciens, d'autre part, les contrôleurs de l'armée de l'air qui l'ont guidé dans les cieux. Et enfin, les pilotes qui l'ont plus ou moins bien ramené, suivant les époques. C'est tout ça qu'incarne cette légende désormais. Et je dirais que c'est une légende aussi au-delà de ce constat, parce qu'au moment des opérations, comme je le partageais avec Stéphane Abrial, on sortait quand même, en ce qui concerne les Jaguars, de moments très lourds, avec les opérations africaines, et notamment la mort de Michel Crossi, dans exactement les mêmes circonstances que celles où se sont déroulées les opérations du 17 janvier. Alors lui, il tournait en rond au-dessus d'une colonne tchadienne et il attendait les ordres de tir qu'il a reçus alors qu'il avait été abattu. Il a été abattu en Haut-Tchad par un missile solaire portable. Cet événement du 17 janvier 91 avec le A-91 incarne un renouveau. D'une part parce que l'avion est rentré après avoir été touché par le missile, et que, au-delà, bien sûr, des capacités extraordinaires de son pilote qu'on connaît tous, cet avion incarne la possibilité de rester quand même dans une zone de sécurité dans les pires circonstances. C'est un bimoteur. C'est un bimoteur. Il faut bien le noter. C'est un bimoteur, oui, mais qui a permis
de donner une certaine part de confiance à des pilotes qui, comme il a été rappelé, quand on était au sol, les gens étaient dans une situation de terreur pour ce qui avait pu se passer pour les pilotes qui ne revenaient pas, qui ne voyaient pas, et alors qu'ils devaient décoller le lendemain, vous imaginez l'impact que le retour de cet avion a pu avoir dans les esprits. Je voudrais faire une petite parenthèse pour rappeler combien ce Jaguar a été l'avion voulu par l'armée de l'air, malgré de nombreuses oppositions hors armée de l'air, parce que c'est un avion qui avait été voulu par l'armée de l'air et un avion fait pour la guerre, donc blindé, bimoteur, et c'est bien parce que l'armée de l'air s'est battue pour ce bimoteur qu'on a pu ramener nos pilotes. Statistiquement, avec un monomoteur, nous aurions perdu 1,5 avion, en fait 2 avions. Oui, d'ailleurs, on peut dire un mot, parce que Stéphane Abrial, que j'avais eu le plaisir de rencontrer peu avant son départ dans le Golfe, lui était sur Mirage 2000. Alors bon, c'est pas un avion d'attaque au sol, c'est un avion de supériorité aérienne. Il n'en reste pas moins que des combats aériens étaient possibles, donc des éjections, et donc éventuellement des situations aussi critiques que celles qu'on a vues sur nos chaînes de télévision à l'époque, c'est-à-dire des pilotes prisonniers, maltraités, obligés à faire des déclarations dégradantes et insupportables. Et c'est vrai que on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que cette guerre du Golfe a amené à des évolutions, et je pense que c'est avec Vincent Lanata qu'on pourra en parler, puisqu'après tout, lui, il a été le chef d'état-major d'après la guerre du Golfe, et donc il a pu bénéficier, si je puis dire, des enseignements de la guerre du Golfe pour donner lui aussi son impulsion à l'armée de l'air, sur laquelle il a été, dont il a été le chef pendant 3 ans ensuite. Vincent Lanata. Oui. Les décisions qui ont été prises, en particulier pour les opérations de faire des vols à moyenne altitude, ont été des décisions particulièrement judicieuses. Parce qu'en fin de compte, on ne le sait pas et on ne le dit pas assez, le petit calibre, c'est-à-dire le tir des armes automatiques et des missiles portables, sont particulièrement destructeurs. Moi, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été abattu par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez sur l'objectif et à ce moment-là, tout le monde tire en l'air avec tout ce qui existe comme armement. C'est de la mitraille. Vient se planter dans ce rideau. Hein, et c'est comme ça qu'un pilote a failli perdre la vie en prenant une balle dans son casque. Et ça c'est particulièrement important. Pour ce qui concerne les leçons que l'on a pu tirer à l'issue de la guerre du Golfe, on s'est aperçu qu'en fin de compte, on avait vécu jusque-là sur un mythe qui était le mythe de maintenir les 450 avions de combat qui nous avaient été hérités, qui avaient été hérités à la suite de la guerre froide. C'était la guerre froide et même 600 avions à une époque. À une époque, oui. Alors on maintenait désespérément ce niveau. Parlez bien près du micro, on vous entend mal. Tu m'entends mieux là ? Oui, on t'entend mieux. Oui. On maintenait désespérément ce niveau de 450 avions, ce qui faisait qu'en fin de compte, on maintenait en ligne des appareils qui n'auraient pas pu participer à une coalition. Et comme ça a été, la guerre du Golfe a été la première coalition à laquelle nous ayons participé. Et donc, il fallait faire quelque chose et ramener et donner à l'armée de l'air une capacité conforme avec celle des autres nations pour ce qui concerne les missions en coalition. Et c'est comme ça qu'on a été amené à réduire le volume de la flotte de combat et à prendre des dispositions permettant de donner à l'armée de l'air des capacités qu'elle n'avait pas, en particulier la capacité jour-nuit. Le général Maigret a tout à l'heure développé l'équipement du Mirage 2000D avec des matériels jour-nuit. Je pourrais raconter une petite anecdote là-dessus. On avait décidé au début de l'année 93 donc de lancer un crash programme sur ce nouvel équipement qui conférait à l'armée de l'air cette capacité.
On s'était mis d'accord avec les industriels sur les clauses techniques, sur le coût d'ailleurs, qu'on avait âprement discuté. Et il y avait le problème du délai. Et le problème du délai, moi j'ai exigé que ce matériel soit livré dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'on était en janvier, il fallait qu'à la fin juillet, on ait le matériel. Les industriels ont dit que ce n'était pas possible. J'ai tenu bon, et pour montrer ma détermination, j'ai fait paraître un communiqué de presse en disant que le 31 juillet, à Mont-de-Marsan, serait inauguré un nouveau matériel conférant à l'armée de l'air la capacité jour-nuit. Alors, il y a eu quelques hurlements dans les couloirs, mais en fin de compte, le 31 juillet, on était tous à Mont-de-Marsan, et le Mirage 2000D a fait une démonstration, de nuit d'ailleurs, sur le champ de tir de Cap-Sûr. Et dans la foulée, il a été utilisé en Bosnie. Voilà. Merci Vincent Lanata. Oui, alors effectivement, on peut parler du matériel dont vous disposiez quand vous avez effectué vos missions. Je vous disais quand on parlait hier au téléphone que j'ai acheté mon premier GPS me permettant de faire de la navigation loisir au mois de juillet 1990. Il s'appelait ProNav 100, qui est devenu Garmin 100. Ça coûtait 15 000 francs à l'époque et c'était magique. Parce qu'on savait en permanence à quel endroit on se trouvait, on pouvait rentrer des waypoints, des points, donc avoir des distances, des vitesses, des directions, etc. Il fallait quelquefois rentrer l'altitude parce qu'on n'avait pas toujours beaucoup de satellites, vu que c'était le tout début du déploiement de la constellation de satellites. D'ailleurs, je me demande si les agents français de la DGSE qui se sont perdus dans le désert irakien au tout début des opérations, vous vous souvenez, n'ont pas été piégés par le fait que justement, ils n'avaient pas de moyens de navigation. J'étais allé avec le général Coulon, qui était l'inspecteur général de l'armée de terre, pendant la phase Desert Shield, c'est-à-dire la phase de préparation, enquêter justement dans le nord, le long de la frontière, là-bas, sur cette affaire du personnel de la DGSE qui s'était fait faire prisonnier. Voilà, et ils n'avaient pas beaucoup d'outils pour naviguer. Et alors vous, c'est pareil, vous êtes parti à l'attaque d'Adjaber, avec un ravitaillement en vol en cours de route, avec des moyens de navigation dans le Jaguar, qui étaient d'ailleurs ceux qui avaient dans, hélas, la plupart des avions français de l'époque, je dirais à l'exception des Mirage 2000 qui avaient des centrales inertielles et des Mirage F1CR qui avaient des radars un peu élaborés. Vous êtes parti avec des moyens, enfin vous aviez la bite et le couteau, quoi, en gros, pour naviguer. Le F1CR était le seul système d'armes qui était au niveau. Voilà, sauf qu'on ne pouvait pas s'en servir parce que les Irakiens en avaient. Il avait en face de lui le F1 EQ, qui était l'Irakien. Le F1 irakien, qui avait des performances qui permettaient de passer à travers les radars, en particulier du F-18. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les Irakiens avaient des Mirage F1 fabriqués par les Français, vendus par les Français, des EQ qui pouvaient tirer des missiles Exocet, etc. Ils ne s'en sont pas servis. Ce que nous n'avions pas. Alors, ils ne s'en sont pas servis, on pourrait dire presque Dieu soit loué. Mais enfin, ça a cloué, voilà, ça a cloué au sol les Mirage F1 CR français qui n'ont pu entrer en opération que lorsque les Américains et les Alliés ont eu la totale maîtrise du ciel. Mais donc, vous aviez des avions dans lesquels vous aviez des capacités de navigation quand même très réduites et le reste. Alors en fait elles étaient même très sommaires. Jérôme Bollin. Puisque juste avant de partir à Lhasa, on venait dans l'année en fait de toucher pour moderniser le Jaguar les modules d'insertion de paramètres qui étaient en fait une petite cartouche numérique qui permettait de rentrer les points dans ce qu'on appelait notre calculateur de navigation, qui avait une précision de l'ordre de 2 ou 3 nautiques. Quoi. Ça fait 6 kilomètres. Dans les meilleurs cas. Voilà. En Centre-Europe. Oui, dans le désert. Parce qu'au-dessus de l'eau et dans le désert, c'était pas terrible. Donc là déjà, on avait... parce que l'étape précédente, on en était à faire des trous dans des plaquettes plastiques
pour rentrer les coordonnées des points dans lesquels, qu'on voulait trouver dans notre navigation. Donc là, je vous explique, c'est effectivement faire des trous dans des plaquettes plastiques dans salle de préparation des vols. C'est vrai que c'était antédiluvien, quoi. On n'était pas... il y avait déjà des centrales inertielles sur les Boeing 707 ouais. et les Concorde dans les années 70. Quoi. Alors le MIP est déjà arrivé comme une grosse amélioration, puisque ça nous a permis de rentrer les paramètres de navigation beaucoup plus rapidement. Et en plus, là, juste après la guerre du Golfe, on a eu les fameux Garmin 100 qu'on vous a installé, qu'on scotchait sur la casquette du Jaguar. Voilà. Et on a navigué avec notre GPS. Donc, et qui existe toujours dans les C-135 FR qui servent à faire du ravitaillement en vol. Donc c'est vrai que au niveau électronique, le Jaguar était très rustique. rudimentaire. On va employer le terme très rustique. Voilà, tout à fait. Voilà. Et Général Lanata, après cette guerre du Golfe, je crois qu'on a sorti des bases françaises les Mirage 3 5, c'est-à-dire des Mirage 3 dans lesquels il y avait en gros rien, c'était juste un porteur. Et on a sorti aussi une bonne quantité de Jaguars qui étaient mal équipés. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir quels étaient les avions qui auraient été capables de participer à une coalition. Et on est arrivé à la conclusion que des avions comme les Mirage 5, comme les Mirage 3, comme certains Jaguars, comme le F-1C, n'avaient pas les capacités qui leur permettaient de participer, d'être présents en bonne place dans ces coalitions. Si bien qu'on a fermé des unités. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, évidemment, parce qu'à ce moment-là, dès qu'on réduit le volume d'une armée, tout le monde vous tombe dessus en disant que vous êtes en train de dégrader l'armée. Mais en fin de compte, ma théorie à moi, c'était qu'il valait mieux qu'on soit plus petit avec des matériels plus performants. C'est comme ça qu'on a fait l'acquisition des Mirage 2000-5, qui avait une capacité multi-cible, bien qu'elle ait été relativement réduite par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est comme ça que le Rafale donc, a été développé, c'est comme ça qu'on a augmenté les capacités du Mirage 2000D, et que malheureusement, on a été obligé de fermer des installations et de fermer des bases, de réduire le nombre d'escadrons. Tout ça, il fallait le faire, je crois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une armée de l'air qui doit avoir 200 ou 215 avions de combat. Quand on voit qu'en 30 ans, on a réduit de moitié donc le volume de la flotte de combat. Et de temps en temps, on en manque. Et de temps en temps, on en manque, évidemment, parce que là, il faut toujours faire le compromis entre le nombre minimum qui permet d'exécuter les missions et la capacité, parce que c'est pas la peine d'avoir 100 avions de combat avec de très grandes capacités si on n'est pas capable de répondre aux missions qu'on nous demande. Donc il y a un volume de flotte de combat à conserver en dessous duquel on ne peut pas descendre, sans mettre en cause la cohérence et la capacité d'une manière générale de l'aérien. Messieurs, vous avez effectué des missions à très basse altitude. Quand j'ai lu le livre d'Alain Mahagne qui raconte, c'est le pilote qui a été touché et qui s'est fait quasiment scalper dans son avion, enfin qui a réussi à le poser à Lhasa. Quand on lit le récit de votre mission, je suis pratiquant de l'aviation, mais quand même, je fais même de l'hélicoptère, voyez, on peut voler bas. Mais quand je vois que vous hésitiez entre passer au-dessus et au-dessous des lignes à haute tension, parce que votre mission se déroulait en gros entre 10 mètres et 50 mètres sol, c'est-à-dire largement plus bas déjà que tout ce que vous faites à l'entraînement quand vous êtes sur le territoire national, ça veut dire que vous aviez vraiment une mission très très basse altitude pour laquelle vous n'étiez peut-être pas extrêmement entraîné quand même, non? Allez-y, lequel veut répondre à cette agression? Le fait de voler très bas, très vite, c'était une constante du théâtre Centre-Europe, dès lors qu'on craignait dans notre entraînement... Si bas? Alors, aussi bas que ça, non pour des raisons, mais plus pour des raisons de règles, de réglementation. En revanche, dès qu'on partait en Afrique, on avait pu bénéficier
de cet entraînement à voler très très bas au-dessus du désert. Et je crois que c'est un des points importants à signaler, c'est la qualité de l'entraînement que nous avions eu, même si ce n'était pas la mission que nous avons faite ce jour-là, qui a permis de remplir cette mission et de prendre des initiatives, d'innover, parce qu'effectivement, on n'avait pas l'habitude, et de revenir. Et je crois que c'est vraiment un des points essentiels quand on regarde, bien sûr, l'aspect technique qui fait qu'on l'évoquait, on avait du mal à naviguer parce qu'on était tellement bas en plus qu'on ne voyait pas très loin. Mais l'aspect humain et la solidarité étaient fondamentales dans cette démarche. Et donc, l'entraînement était là. On avait aussi fait traverser l'Atlantique pour aller à Red Flag en mars 90. Toute cette capacité, d'une part, à gérer le stress, à gérer la technique et surtout la solidarité qu'il y avait entre nous, a permis d'innover en temps réel et de faire face à une situation qu'effectivement nous n'avions jamais pratiquée. Gérald Fleury, je vais vous donner une nouvelle fois la parole. En fait, vous avez vécu, en étant le patron du dispositif aérien. D'ailleurs, je voudrais dire un petit mot sur dispositif aérien. Lorsque j'étais auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale, nous avions un pilote de Jaguar, Claude Gauthier, qui nous avait fait un très bel exposé sur le fait aérien, pour nous expliquer que désormais les guerres commenceraient par des opérations aériennes et qu'ensuite, une fois qu'elles auraient dégagé le terrain, on pourrait dérouler le reste des opérations. Et finalement, les Airstorms, c'est exactement ça. Hein, c'est 24 jours d'opérations aériennes, 4 jours d'opérations terrestres, si mes souvenirs sont bons. Oui, donc vous avez été le chef d'état-major de la transition entre ce qu'on peut appeler la guerre froide et puis l'armée moderne qui a découlé des Airstorms. Vous avez dû faire avec ce qu'il y avait et c'était 89, hein, l'effondrement du mur de Berlin, c'était 90, les dividendes de la paix, quand on a commencé à vouloir tout couper en morceaux. On t'entend mal, Michel. Comment ? On t'entend mal. Ah, vous m'entendez mal ? Oui, là c'est bon. Bon, donc je dis 90, les dividendes de la paix, on commence à essayer de démonter les armées, réduire les effectifs, etc. On part d'une politique des poitrines qu'il faut être capable d'opposer aux soviétiques et on n'a pas une préoccupation considérable ni du confort ni des bonnes conditions de travail de nos militaires, sauf peut-être dans le domaine de la dissuasion qui était particulièrement protégé. Donc ça ne devait pas être très évident à cette époque d'arriver à donner une impulsion vu la durée des programmes et vu la difficulté pour obtenir des budgets, non ? Alors oui, tous les chefs d'état-major de toutes les armées, leur combat permanent, c'est le combat pour un budget, puisque les ressources ne sont jamais suffisantes pour remplir les missions qui nous sont données. Je voudrais quand même dire qu'en ce qui me concerne, mon souci numéro 1 a été de faire comprendre que l'armée de l'air, c'était pas simplement l'appui rapproché des troupes au sol, et j'en ai parlé tout à l'heure quand on a voulu arrêter les vols de Jaguar après avoir eu 4 avions touchés, mais l'idée de la stratégie aérienne, comment utiliser au mieux l'arme aérienne et toutes ses possibilités pour atteindre les objectifs de la stratégie générale et répondre aux objectifs politiques du gouvernement. Et ça a vraiment été mon combat numéro 1, de persuader l'opinion publique de l'armée de l'air, l'importance de l'armée de l'air. Et j'ai été très frappé quand j'allais, pendant la guerre du Golfe, à l'étranger, de voir combien les journalistes m'agressaient en me demandant « Mais comment se fait-il que l'attaque terrestre n'ait pas déjà commencé ? Comment se fait-il que les armées de l'air continuent sans offensive terrestre ?» Alors que les journalistes en France, avec qui j'avais beaucoup travaillé, avaient assimilé parfaitement cette donnée. Alors après, bien sûr, reste le problème, et là je rejoins ce que dit Jean Lanata, il fallait impérativement réduire le nombre d'avions de la flotte de combat, ça n'était plus tenable, mais dans mes yeux, il fallait attendre
que ce soit une réduction générale des trois armées, car les trois armées étaient dans le même état, et une compression incontournable allait arriver. Et je craignais que si nous donnions l'exemple, lorsque le coup de couperet arriverait sur les autres armées, certains chefs d'état-major diraient, mais si l'armée de l'air ne paye pas aussi la note en même temps que nous, ça sera la révolution, et donc l'armée de l'air paye 2 fois la note. Ceci dit, oui, mais dans toutes ces affaires de combat budgétaire, c'est à chaque jour suffit sa peine, et la peine est grande. Alors la peine est grande, mais je note, enfin tout le monde n'est peut-être pas d'accord dans la salle, mais pour observer tout ça depuis bien longtemps, je note que depuis quelques années, les budgets de programmation militaire sont tenus, que les commandes qui doivent être passées sont passées, que les matériels arrivent. Mais je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Mais je dois dire qu'on a le sentiment que le monde politique a pris en compte les nécessités fondamentales des armées, c'est-à-dire d'abord pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Moi, je me bats toujours contre cette phrase effroyable qui est « l'intendance suivra ». Donc maintenant, l'intendance, on a l'air de la prendre en compte un petit peu, en tout cas beaucoup mieux que par le passé. Deuxièmement, on voit arriver des matériels. Pardon ? Je dis l'intendance doit précéder, c'est ce qu'on a fait dans la guerre du Golfe, où il a fallu 6 mois, pas 6 mois, mais 4 mois pour mettre en place tous les moyens. Voilà, non mais ça c'est quand même une donnée formidable parce que quand on regarde le siècle dernier, on avait toujours l'impression que le soldat partait et qu'on lui envoyait son fusil par la poste la semaine suivante. Et c'était parce que c'était des armées d'effectifs. Oui, non, mais c'était des armées d'effectifs. Voilà, c'était des armées de poitrine, des armées d'effectifs. Donc, ouais, je voulais faire cette petite incidente. On a le sentiment maintenant, quand on voit comment travaillent les Rafales, les MRTT pour les ravitaillements, comment travaillent l'armée de terre avec tous les moyens nouveaux qu'elle a, la marine, on sent vraiment qu'il y a une évolution importante de la prise en compte des besoins, des moyens et de l'efficacité finale. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, je voudrais quand même vous rendre la parole puisque c'est vous qui êtes à la base de cette matinée. Vos sentiments sur ce qui s'est passé dans vos cœurs, dans vos têtes, cette nuit du 16 au 17 janvier, où vous étiez sur le qui-vive sans très bien savoir ce qui allait vous tomber dessus. Si je puis me permettre, je vais quand même revenir un petit peu sur Allez-y. ce que disait Jeff tout à l'heure à propos de son avion, la 91, qui était super résistant et qui l'a bien ramené à bon port. Enfin, faut remettre ça quand même dans le contexte. En fait, il avait un moteur éteint à cause d'un SAM-7 et l'autre moteur en feu, quoi. Donc sur l'autre moteur en feu, c'est pas le moteur éteint qui était en feu. Oui, c'était bien l'autre moteur. Il n'avait pas remarqué parce qu'il s'occupait d'essayer de faire voler son avion, mais c'est quand même une situation qui est vraiment pas dans la norme, quoi. Oui, donc c'est pas une situation d'avenir. Voilà, donc effectivement l'avion est très résistant, d'accord, mais je pense qu'il y a des petits moments de bravoure ou simplement une réflexion qu'il y avait eu en amont. Je me rappelle très bien qu'on avait discuté entre nous dans la patrouille avant, qu'est-ce qui se passe si on doit s'éjecter, est-ce qu'on s'éjecte en terrain ennemi, est-ce qu'on s'éjecte pas, jusqu'où on va. Et ça, c'est vrai que on sait pas a priori quelle réponse on va donner, quoi. Enfin, là, cette fois-ci, ça s'est bien passé, mais vous n'imaginiez pas, quand vous parliez d'éjection, ce qui finalement s'est passé pour ceux à qui c'est arrivé et qui ont été faits prisonniers. Pas du tout. Vous n'imaginiez pas ça. Pour revenir sur la situation tactique, en fait, on a préparé cette mission pour éviter tous les corps aériens qu'on a survolés. En fait, c'était ça le but de la préparation, c'est de faire en sorte que on soit le moins agressé possible pour avoir une chance d'arriver sur l'objectif. Donc, dans la pratique, on a fait tout le contraire.
C'est-à-dire que parce qu'on n'avait pas la situation tactique, mais ça on ne le savait pas. Nous, on nous a donné une situation tactique, on dit super, on trace là-dessus, on fait avec nos moyens, on part en TBA, c'est en très basse altitude, c'est comme ça qu'on s'est entraîné, c'est comme ça qu'on s'est formé, c'est comme ça qu'il faut faire. Et effectivement, quand Jeff et Franck ils sont revenus en disant attendez les amis, là, ce qu'on a préparé, on n'avait pas les bonnes infos. Ouais, ça c'était rétrospectivement, c'est un peu délicat, je dirais, pour nous pilotes, quoi. Ça fâche. Oui. Hein, ça fâche. Vous le dites pas, mais ça fâche. Bruno, pardon. Pour repenser effectivement, il y a 30 ans, presque heure pour heure, hein, le retour, et ce qui s'était passé avant, il me semble qu'il y a une forme d'évidence quand même. Si on avait choisi ce métier, c'était pas par hasard, et que c'était le grand rendez-vous. C'est-à-dire que c'était vraiment l'heure de vérité, et je pense que tous autant qu'on est, et je pense tous ceux qui sont encore en opération en ce moment, et quelle que soit l'armée, quel que soit, c'est le moment où se concrétise un engagement, et que une fois qu'on est parti, c'est plus avant que c'est difficile. Après, tous les mécanismes se mettent en place et on va dérouler et on va apprendre à réagir face à l'imprévu, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Et dans des opérations quelles qu'elles soient, celle-là a permis de le faire de manière encore plus précise, parce que on était tellement près du sol, on l'a évoqué, on ne voulait pas monter parce qu'on voyait toutes les balles traçantes qui passaient au-dessus, les missiles, enfin, on n'avait vraiment pas envie. On avait parlé, il y avait ce silence, parce qu'on avait coupé la pressu à cause des aspects chimiques, où on ne s'entendait qu'une chose, c'est sa respiration. Tout ça fait que on vit un moment particulier, mais le sentiment que d'une part, il y a toutes des générations avant nous qui l'ont vécu, et je pense qu'aujourd'hui, dans les opérations actuelles, beaucoup le vivent, que ça soit terrestre ou aérien. Et donc, ce moment, et en plus la solidarité que ça avait montré, c'est quelque chose de très fort et qu'il faut qu'on prolonge. Quelles que soient les avancées techniques, quelle que soit la perspective qu'on prend, et on évoquait un engagement majeur, c'est vraiment ce sentiment d'être soutenu par une nation qui a été évoqué, et d'être capable de concrétiser un engagement sans faille, et puis Dieu merci d'en être revenu. Jean-François Humel, repartir au combat après ce qui vous est arrivé, c'était combien de jours après ? C'était le lendemain. Ah oui, quand même. J'étais avec le général Maigret. Vous étiez tous les deux. Oui. Bah, l'idée, voilà, c'était que quand on tombe de vélo, il faut y monter tout de suite. Ou de cheval. Si tant est que... le Jaguar, c'est plus un vélo qu'un cheval, quand même. Ouais. Non, si tant est qu'on soit tombé. Oui, c'était le lendemain, mais je pense que, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a un sentiment de confiance qui se renforce, au-delà de la capacité professionnelle, au-delà de toutes les forces qui nous environnent, dont on venait de prendre conscience, des gens qui détruisent, qui brouillent des radars et qui nous rendent relativement protégés d'une menace que nous pensions omnipotente. C'était le choix de la basse altitude, comme l'a dit le général Fleury. Je pense qu'il y a eu autre chose qui nous a porté également et qui a scellé ce sentiment de confiance et de détermination. C'est la fusion entre le contexte politique et le contexte opérationnel qui se traduit dans un avion par ce qu'on appelle les règles d'engagement. Les règles d'engagement de la guerre du Golfe, elles étaient très claires, contrairement à ce que, effectivement, il s'était passé en 1986, où on tire pas, et puis à force d'attendre, on se fait abattre. On se fait descendre. En 1991, que ce soit pour la coalition, ne pas oublier que pour les États-Unis notamment, il y avait quelque chose à éradiquer, à absoudre. C'était les années 70. Il fallait, le président Bush, sa consigne, c'était gagner. C'était la guerre du Vietnam évacuée. Exactement. Ouais. C'était gagner. Nous, nos règles d'engagement étaient très strictes, très claires. C'est de façon très déterminée détruire les infrastructures militaires ciblées, à tel point que la suite des opérations a vu se développer des zones de
libre tir, on va dire, d'une certaine superficie, au sein desquels tout objectif vu était un objectif ennemi. C'était extrêmement clair, et dans ces circonstances, le Jaguar était très bien adapté. Parce qu'au-delà du fait de n'avoir aucun moyen de navigation efficace, nous n'avions pas non plus, hormis les armements guidés par laser, de système de tir efficace. Donc toutes ces circonstances ont fait que tant que ces règles d'engagement très claires étaient en place et que cet environnement permissif était opératif, le sentiment de confiance et de détermination a pu amener les opérations aériennes avec succès en ce qui concerne le Jaguar. C'est ce que pour moi j'ai ressenti très fortement et que nous avons rapidement perdu de vue lors des opérations qui sont advenues par la suite, où les forces étaient sur le terrain de façon beaucoup plus imbriquée, où les forces terrestres se mêlaient aux opérations aériennes avec donc quelques composants maritimes qui venaient aussi soutenir. Et toute cette intégration qui nécessite les systèmes d'armement modernes qui sont apparus par la suite n'était désormais que de moins en moins accessible au Jaguar. C'est vraiment un tournant que l'armée de l'air a dû gérer, qui a nécessité l'évolution non pas seulement d'un concept d'emploi de la force aérienne, mais d'une avionique, d'un matériel, de tout un système qui était non plus simplement tourné vers l'aérien, mais vers une intégration complète. Merci beaucoup, merci à tous. Est-ce que Vincent Lanata ou Jean Fleury veulent dire un dernier mot brièvement? Je voudrais rajouter une pensée un peu philosophique, si vous voulez. Ces jeunes gens-là, aujourd'hui... Ces jeunes gens, oui, c'était des jeunes gens. Qui le sont de moins en moins, comme nous tous, voilà. D'ailleurs. Eh bien, ils nous ont montré vraiment une voie, si vous voulez, la voie de l'engagement. Et en fin de compte, quelles que soient les évolutions de la technique, la complexité des matériels et autres, il y a une chose qui demeure, et une seule, c'est l'homme. Parce que l'homme, celui qui est dans un avion, qui est soumis à une agression, à une contrainte prohibitive, à ce moment-là, il réagit. Et il réagit en tant qu'homme, parce qu'il a été formé. Et la formation est particulièrement importante. Il a été formé, il réagit parce que c'est un homme qui est engagé. Et ça, c'est particulièrement important. Et je crois que ça, il faut le dire. Il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on développe des matériels particulièrement puissants, le problème est résolu. Ce n'est pas vrai. À un instant donné, quel que soit le matériel dans lequel on est soumis à une difficulté grave. Et à ce moment-là, c'est l'homme qui prend le dessus. Voilà, merci. Voilà simplement ce que je voulais dire. Merci Vincent. Jean Fleury, un dernier mot, si vous le voulez. Je tiens simplement à saluer les pilotes de Jaguar pour le travail qu'ils ont fait en Irak et au Koweït. Bravo à eux. Eh bien, merci mon général. Merci à tous. Nous avons passé un beau moment dans l'histoire et dans l'histoire humaine, comme le disait Vincent Lanata. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, même s'il s'agit d'une guerre, il s'agit aussi d'une aventure humaine. Et j'étais bien heureux de me retrouver ici dans ce musée de l'air que nous chérissons tous. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, au revoir. Et je crois que vous pourrez retrouver tout cela en rediffusion sur le site du musée de l'air à volonté. Bonne journée. Merci Michel. Merci.